Bonjour, bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour cette énième émission, j'avoue, je ne compte plus, de l'interview à l'Axel, où j'ai le plaisir de recevoir des grandes personnalités qui gravitent dans différents secteurs de l'économie française pour discuter de la transformation de la société avec et par le numérique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Toledano, professeur et médecin en cancérologie et fondateur de l'Institut Raphaël. Alain, bonjour. Bonjour Laurent. Donc là, on fait un peu guindé comme ça, mais en fait, on est potes, on essaie de se tenir droit pour pas s'avachir et discuter de notre soirée. J'ai un grand plaisir à te recevoir, Alain, et aussi parce que ça me permet de faire une petite introduction un peu décalée sur l'Axel. Puisque des fois, on me dit, mais on fait quoi en fait à l'Axel, l'Association de l'économie numérique, pourquoi parler de tant de sujets alors que par exemple le paiement est déjà un secteur, etc. Je dis, l'Axel, ce qui est formidable, c'est qu'on ouvre nos pensées. Pour créer, pour innover, il ne faut pas fréquenter que les gens qui pensent comme vous, que ceux qui connaissent les mêmes sujets que vous. Mais moi, Alain, je l'ai connu par l'Axel sans faire exprès. J'ai beau être le président. Ce n'est pas moi qui t'avais invité ce jour-là. Il y a plein de clubs à l'Axel. Et il y a un club santé très dynamique où Alain nous avait fait le plaisir de participer. Et ce fut une rencontre magnifique. Depuis, on ne se quitte plus. J'ai vraiment été enthousiasmé par tes combats justement sur la santé en général, pas que sur le numérique. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'impact du numérique sur tes métiers, les métiers de la santé en général. Voilà, bonjour encore une fois. Eh ben merci pour cette invitation. Alors, première question rapide, mais quand même, moi je te connais bien. Tout le monde ne te connaît pas, même si je sais que on te voit assez régulièrement sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux, mais quand même, une petite présentation de qui tu es, Alain, et qu'est-ce que l'Institut Raphaël. D'accord. Alors, tu as quelques minutes, hein, oui, on a le temps ce matin. Oui, je suis médecin cancérologue, alors avec une première spécialité qui s'appelle la radiothérapie. Donc on va traiter des cancers par des rayons. Donc, je m'occupe d'un centre de radiothérapie qui traite 4000 nouveaux patients par an, qui s'appelle Hartmann. Et on est spécialisé dans la radiothérapie guidée par les robots. Donc on verra quand on parlera d'intelligence artificielle, de robotique et de la manière dont ça impacte sur les traitements. Pour donner un exemple, aujourd'hui, on a une précision de tir au demi-millimètre sur cible mobile. Donc, quand vous avez une tumeur à 2 mm du nerf optique, comment on fait pour garder la vue et traiter la tumeur ? Alors, pardon, juste pour être sûr que nos auditeurs qui ne sont pas forcément habitués de la santé comprennent, quand on dit sur cible mobile, parce que là, on ne joue pas à Star Wars dans les étoiles. Eh ben, exactement. Alors, vous avez par exemple des tumeurs quand elle est dans un poumon ou dans le bas-ventre ou la prostate qui va bouger. Parce qu'on respire. Parce qu'on respire tout simplement. Et donc, il faut arriver à cibler des tumeurs en mouvement. Et donc, ça demande une finesse technologique pour y parvenir. On y reviendra. Donc, le métier de la radiothérapie est très technique en cancérologie. Ma deuxième spécialité, c'est la cancérologie médicale. Et là aussi, on va traiter des patients atteints de cancer avec des médicaments qu'on appelle chimiothérapie, mais aussi des thérapies ciblées, des immunothérapies. Et c'est là où arrivent toutes les innovations en génétique, en séquençage génétique, et où on va utiliser aussi le numérique, de l'aide diagnostique jusqu'au traitement, et ça pourra faire l'objet d'une discussion. Ensuite, j'ai une activité associative, puisque j'ai fondé un institut qui s'appelle Raphaël, et Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et donc, on va co-construire avec tous nos patients atteints de cancer pendant et après les traitements, mais également les patients atteints de maladies chroniques. Donc, on co-construit avec chacun des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on offre gratuitement les soins aux patients et on les évalue. On a offert en 6 ans 95 000 soins à 5 500 nouveaux patients, en montrant qu'en s'occupant des gens, on diminuait de 60% le taux de dépression, sans médicaments, le sentiment d'isolement, les troubles du transit, les troubles du sommeil. Donc c'est vraiment une vision d'une médecine autrement, centrée sur l'individu et pas uniquement centrée sur la maladie. Et enfin, j'ai monté une chaire en santé intégrative dont on parlera au Conservatoire national des arts et métiers. Donc j'ai une partie de mon activité dédiée à la recherche, à l'enseignement. Et voilà, jongler entre une activité clinique
libérale, une activité associative, une activité académique. Et l'Axel, bien sûr, la santé à l'Axel. Alors, ça fait plein de choses. Moi, quand même, tu as été un petit peu vite sur ce qu'est l'Institut Raphaël, même si ça ne sera pas l'objet de cette interview. On ne va pas trop y revenir, mais quand même, en introduction, je trouvais ça important, surtout qu'on aime bien à l'Axel parler de concret. Moi, je me rappelle, tu as accroché j'allais dire, mon écoute, la première fois dont on a parlé, avec un chiffre, qui est peut-être plus le bon, peut-être que je mélange avec le temps, mais qui était l'État français est capable, grâce à notre système distributif, redistributif, de rembourser les 300 000 € que vont coûter les soins d'une tumeur pour qu'on guérisse et on supprime la tumeur, mais pas 1 000 € de plus pour guérir le patient. C'était à peu près l'ordre de grandeur que j'avais en tête, peut-être je me trompe, et quand tu disais guérir le patient, tu voulais dire que, ok, enlever une tumeur, c'est empêcher de mourir, mais c'est pas ça qui te redonne la vie finalement, quand on a été broyé, abîmé par tout ce parcours de soins, parce que là, quand tu disais que vous avez offert 95 000 soins, pour être précis, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas que des soins de cancéro, c'est tous les autres soins de suite. C'est peut-être je te laisse expliquer toi de quoi tu parles. Exactement. Alors c'est vrai, aujourd'hui avec la médecine moderne, on a réussi à augmenter l'espérance de vie. 86 ans chez la femme, un peu moins chez l'homme, mais l'espérance de vie en bonne santé reste à 64 ans. Donc on crée des cohortes de patients atteints de maladies chroniques. Il y a 24 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques. Eux et leurs aidants souffrent. Alors vous avez des patients avec des insuffisances rénales, du diabète, des problèmes cardiovasculaires, des cancers, des dépressions. 300 milliards d'euros coûte notre système de santé. Et on a effectivement 3000 hôpitaux, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. Donc 40% veulent changer de métier par crise de sens. Et malgré tout ça, le système de santé nourrit le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels. Il est marqué par des tensions financières, des rigidités administratives, d'organisation. On ne pourra plus continuer uniquement à y allouer de la ressource financière sans le modifier dans sa culture. Et donc transformer la santé, c'est passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu. Alors Laurent, tu parlais effectivement de la différence entre le parcours technique de la médecine et l'accompagnement. Tu sais qu'aujourd'hui, on a 1 milliard de consultations médicales chaque année en France. Non, je l'apprends. La moitié, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques, pas pour faire un diagnostic. Et nous, les médecins, on coupe la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne. Et on prescrit des médicaments dans 93% des cas, contre 40% par exemple aux Pays-Bas, ils ne meurent pas plus tôt que nous. Et nous, on jette une boîte sur 2 à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc on aurait de quoi financer de la qualité en fait, avec les économies d'échelle du numérique dont on parlera, avec la prévention dont on parlera, et avec moins de gaspillage, on pourrait tout à fait à budget constant créer de l'innovation et améliorer notre système. Et donc, ce qui nous avait marqué la première fois, je te racontais l'histoire de ce jeune homme de 18 ans qui avait terminé le traitement d'une leucémie aiguë dans un grand hôpital d'assistance publique à Paris. Et sa maman était venue nous voir en pleurant, en disant « Écoutez, j'élève seul mon fils, ma fille. Mon fils a fini son traitement, mais il ne veut plus aller à la fac, il pleure tout le temps, il nous crie dessus, je ne sais pas quoi faire. » Et donc, on a intégré le fils et sa mère. Et au bout de 3 mois, on avait un événement d'art-thérapie à la mairie du coin, pour tout te dire. Et ce jeune homme vient me voir avec un grand sourire, beau gosse. Et il dit « Mais docteur, je vous remercie. » Et je lui dis « Mais tu es qui ?» Il me fait « Je suis le jeune homme. » En fait, on s'est dit « Mais c'est incroyable, parce que le traitement de sa leucémie aiguë, avec la greffe, l'unité stérile, l'immunothérapie, etc., c'est entre 200 et 300 000 euros. La solidarité nationale fait cet effort, et tant mieux. Et là, on traite sa maladie. Mais pour le réhabiliter en 3 mois avec du sport, de la nutrition, de la sophrologie, du conseil, etc., on dépense moins de 1 000 euros, mais on ne le fait pas. Donc on fait l'effort 1, on ne fait pas l'effort à 30. À 30, on paye tous les brevets de la planète. Et on tue les gens socialement, quasiment. Donc il y a un non-sens économique à s'occuper uniquement de la maladie et pas à s'occuper des gens. La réhabilitation comme la prévention font partie de notre système, mais on se met des œillères. Pour tout le monde, la santé, ça reste l'hôpital et la médecine dans ce qu'elle a de technique, parce que la médecine n'est pas que technique. Alors on va s'arrêter là sur ce sujet parce qu'on sortirait trop du numérique, mais je vous engage à regarder toutes ces thématiques, en particulier d'ailleurs sur le site du CNAM avec la chaire intégrative ou sur le site de l'Institut Raphaël. Ce qui est peut-être intéressant à retenir et où vous pourrez faire le lien avec des choses que vous avez vues dans les actualités, c'est par exemple qu'il y a quand même eu des combats qui ont abouti pour qu'on rembourse aussi les perruques.
quand on a eu une chimiothérapie, parce que ça paraît idiot, mais c'est compliqué d'assumer son corps après ou pendant une chimiothérapie. Et il y a comme ça des efforts qui sont faits pour montrer que la santé, ce n'est pas que guérir le bobo qu'on a, mais c'est aussi comment l'être humain est accompagné dans son ensemble. Voilà, ça serait un énorme débat différent et trop long. On le fera une autre fois, mais merci d'avoir précisé ça. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu viens d'évoquer il y a quelques minutes l'innovation et les impacts de ces innovations des dernières années dans le traitement en radiothérapie. Alors honnêtement, quand tu as dit avec une finesse d'un demi-millimètre, je vais être honnête, je me suis dit c'est tout. Je me disais, tiens, aujourd'hui, on me parle de laser pour aller dans l'espace, un missile, je ne sais pas, qui est en train de bouger. On pourrait faire des dômes spatiaux. Et on n'a qu'un demi-millimètre de précision. Est-ce que c'est parce qu'on est très précautionneux en santé et donc on ne prend pas les dernières innovations de nos industries de l'armement, ou parce que ça met plus de temps? Je ne sais pas, c'est une question. Ou c'est parce que c'est suffisant, un demi-millimètre, finalement? Oui, exactement. Exactement. Alors, ce qu'il y a, d'abord, la radiothérapie, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un traitement par des rayons. On utilise des rayons X qui sont des rayons transparents, qui ne se voient pas, qui ne font pas mal. Ces rayons, c'est une énergie. Cette énergie, on la délivre sur un volume cible. Par exemple, quand vous devez traiter la prostate d'un homme qui a un cancer de prostate, il y en a 70 000 chaque année en France. Et c'est un traitement de cancer où on peut parfois enlever la prostate, ce qui peut être un bon traitement, mais parfois donner des fuites urinaires ou des baisses de l'érection. Et on a une efficacité équivalente avec de la radiothérapie. Encore faut-il que la radiothérapie soit très précise, pour éviter d'irriter les voies urinaires, et donc de pisser plus souvent, ou les voies digestives, et donc d'avoir un transit perturbé. Oui, parce que le rayon peut aider à guérir, mais peut aussi abîmer d'autres cellules. Toute l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on traite un organe en mouvement, on doit avoir une marge de sécurité pour pouvoir atteindre notre cible. Mais quand dans la marge de sécurité, tu peux irriter les tissus de voisinage, urinaires ou digestifs en l'occurrence sur la prostate, alors tu peux avoir des irritations séquelaires, ce qui en qualité de vie n'est pas génial. Donc on a trouvé les moyens d'optimiser notre technologie, notre ciblage, pour avoir un bénéfice énorme en termes de guérison du cancer de prostate, avec très peu d'irritation et d'effets secondaires. Et ainsi, on arrive à avoir l'équivalence d'efficacité avec la chirurgie. Donc tu as augmenté le ratio bénéfice-risque. Exactement. Et donc ce contrôle du mouvement, c'est intéressant. Je change d'organe dans le poumon, quand le poumon respire. Ouvrir un poumon, aller faire une anesthésie générale chez quelqu'un souvent qui a fumé. Le cancer du poumon, c'est souvent le tabac, même si ce n'est pas tout le temps. Qui a un cœur fragile, des artères coronaires fragiles. Quand on veut cibler une tumeur, on peut arriver avec des robots qui délivrent des centaines de faisceaux avec une précision, ce qu'on disait, au demi-millimètre, et un robot qui adapte son tir au mouvement de la cible et au mouvement respiratoire, avec une intelligence artificielle et des algorithmes qui recalculent la position théorique du faisceau qui devrait y avoir en fonction de la respiration et d'informations avec une captation en instantané de l'information visuelle de la tumeur et du mouvement. Et le tout avec une simplification pour les opérateurs radiologistes? Exactement, puisqu'aujourd'hui, on a des logiciels, toute une informatisation, une gestion de l'imagerie embarquée, et donc il y a des process bien ficelés, automatisés, avec une robotisation de nos émetteurs de rayons X qui sont des accélérateurs de particules. Alors l'idée c'est ça, c'est d'arriver, parce que quand on commençait, si vous voulez, moi il y a 20-25 ans, je traitais des patientes en traçant les volumes et leurs courbes sur papier millimétrique et en calculant théoriquement la divergence des faisceaux et leur atténuation dans la matière. Mais tout ça avec des mathématiques et du papier millimétrique. J'ai souvenir à la Salpé, puisque tu le sais, j'ai passé mon enfance pas mal dans les couloirs de la Salpêtrière, de voir des gens avec les papiers millimétrés, mais calqués. Il y avait, on faisait le dessin autour du sein, sur la peau, de là où on allait envoyer le rayon. Et aujourd'hui... La précision, elle n'était pas au millimètre. Hein. Aujourd'hui, le patient s'allonge sur une table qui a 6 degrés de mobilité, on choisit la musique, on a un système d'imagerie qui permet de détecter ce qui se passe à l'intérieur du corps, qui envoie des informations à la tête de l'appareil, qui adapte son tir de façon tout à fait automatisée, avec une précision alors millimétrique ou submillimétrique, ce qui est tout à fait suffisant en médecine, et qui nous permet d'avoir des taux de contrôle local avec de l'épargne de toxicité. Donc la radiothérapie est devenue complètement majeure, magnifique, grâce à la technologie. Alors, une question autour de cette technologie. Comme dans tous nos autres corps de métier, hein, santé comme le reste, ça y échappe pas, ça va très vite. Les études de médecine, c'est, en tout cas dans ta spécialité, entre 7 et 15 ans. Les gens qui font les opérateurs de radiologie aussi.
la radiologie. Comment on fait quand tout d'un coup ces technologies arrivent sur le marché, mais il n'y a personne qui a été formé je veux dire, c'est pas à l'école que tu as appris à utiliser ce type de nouveaux outils puisqu'ils n'existaient pas. Dans tous les métiers, la transformation passe par la formation. Donc il va y avoir de la formation théorique et de la formation pratique. Donc il est impossible aujourd'hui de concevoir qu'avec un diplôme, on fait une carrière entière sans se remettre en question. Nos métiers changent, certains métiers tous les 5 ans, d'autres tous les 3 ans. On va parler de la cancérologie, des médicaments et de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle dedans. Aujourd'hui, il est inconcevable d'exercer comme il y a 5 ans. On n'a plus du tout les mêmes standards, les mêmes recommandations. Pour que ces recommandations de bonne pratique soient valides, il faut les remettre en question en permanence, en intégrant l'innovation diagnostique, l'innovation thérapeutique. Il y a tout un tas d'innovations à intégrer. Alors justement, pour intégrer ces innovations en pleine accélération, ces formations, moi j'ai souvenir dans mon enfance de tous ces grands congrès médicaux de par le monde où il fallait un peu courir. Bon, après, ça a défrayé la chronique avec les labos, mais est-ce que le numérique permet aussi d'accélérer votre capacité en tant que médecin et pour tout le corps médical, il n'y a pas que les médecins, les infirmières, le corps médical, d'apprentissage justement et d'appropriation de toutes ces nouvelles méthodes, ces nouvelles pratiques, parce que tu dis que ça va de plus en plus vite. Est-ce que vous avez les outils, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils sont suffisamment didactiques, adaptés à votre profession, à votre langage, pour vous approprier cela plus rapidement, tellement ça va rapidement aussi dans la conception? Alors on a commencé avec un numérique simplifié, où on englobait quelques techniques, où on pouvait capter de l'information, les stocker. Ensuite, les stocker, les transmettre, mieux les afficher. Ensuite, les analyser. Et donc, c'était intéressant. Donc, on avait certains baromètres quantifiables, la tension artérielle, la prise de poids, les masses grasses, les masses maigres, tout ce qui pouvait nous permettre d'améliorer la gestion d'un régime alimentaire, d'un traitement antihypertenseur. Donc, sur des thématiques assez simples. Et donc, ce numérique à intégrer la santé a permis de recueillir de l'information. Ensuite, on a ces fameuses intelligences artificielles qui sont arrivées alors au début très symboliques, sur des modèles, sur de la logique, après numérique. Et donc on analysait les données dont on disposait, mais on n'avait pas de données en masse très structurées. Maintenant, à l'heure de l'intelligence artificielle générative, et avec ces algorithmes automatisés d'apprentissage, cette analyse prédictive, etc., on commence à voir se transformer nos métiers. On n'a plus les mêmes métiers. Je vais te donner un exemple. Avant, quelqu'un venait me voir avec un cancer qui avait migré ailleurs, dans les autres organes du corps, ce qu'on appelle des métastases, qu'on voyait bien à l'image. Et donc, on avait 4, 5 traitements pour traiter ce fameux cancer, et on pensait que ce cancer était le même que celui du voisin. Bon. Aujourd'hui, quand on récupère la cellule cancéreuse du patient, ce qu'on appelle une biopsie, on l'a récupérée, on va aller dans son noyau. Et on va déplisser ce qu'on appelle l'ADN, ce programme. C'est 3 milliards de paires de bases. À l'époque, on ne savait pas séquencer l'ADN, c'est-à-dire le lire. Dans les années 70, Jacques Monod disait « La taille de l'ADN nous interdira à tout jamais de le comprendre ». Et avec la loi de Moore, le doublement de la puissance informatique tous les 18 mois, et ces séquenceurs génétiques à haut débit, maintenant, en moins d'1 heure, tu peux séquencer 50 milliards de paires de bases en appuyant sur un bouton on-off. Maintenant, à chaque biopsie, vous le faites? Alors, on commence à l'avoir. Il y a des problématiques économiques, médico-économiques. Il y a un coût encore. Il y a des coûts. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le patient va venir et forcément, il va être unique parce que sa tumeur n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et on trouve des gènes mutés. C'est des séquences d'ADN qui sont dans des formes particulières. Et c'est comme si on avait des serrures pour lesquelles on va développer des clés. On développe des thérapies ciblées. Et donc, on fait du séquençage génétique des tumeurs à haut débit qui nous permet d'arriver, alors on a 150 médicaments les 10 dernières années, avec des mécanismes d'action absolument incroyables. Tu peux analyser, j'allais dire, l'identité de la tumeur. Exactement. Tu dis que c'est une B22.4, et pour celle-là, tu sais que ce médicament est quand même plus proche, pour les chimiothérapies, d'aider. Et en plus, tu as trouvé la dénomination, parce que la dernière mutation, par exemple, elle s'appelle V600E. J'étais pas loin. Voilà, donc on y est. On est exactement dedans. Voilà. Le sujet, c'est de dire, arriver à identifier. Je veux dire, est-ce que tu penses que dans un temps où tu exerceras encore, parce qu'on exerce assez vieux chez les médecins, je crois, on sera capable non seulement en appuyant sur un bouton d'identifier la séquence et l'ADN, mais en appuyant sur un autre bouton, quasiment avec une imprimante 3D, j'allais dire, du futur, de faire la molécule qui va aller se mettre dans la serrure. C'est déjà hier, en fait. Ah, c'est déjà en 2016, il y a eu une autorisation de la FDA, la société américaine qui contrôle les médicaments, pour un médicament fabriqué par une imprimante 3D, qui ne pouvait pas être fabriqué chimiquement,
donc en concassant des couches de poudre. C'est un antiépileptique 80 fois plus puissant que les antiépileptiques habituels, qu'on n'a pas besoin de stocker en pharmacie puisqu'on le produit par une imprimante 3D et qui a eu son autorisation. Donc on fabrique du médicament 3D. Donc on pourrait lier les deux technologies. Alors on va aller plus loin. Allons plus loin alors, faisons l'exercice. Aujourd'hui, tu te dis, ah je fume, et ben, voilà, et puis quand un jour au scanner je vais voir ma tumeur, ben, évidemment c'est quelques milliards de cellules agrégées déjà avec un potentiel de diffusion ailleurs dans le corps. Mais on fait ce qu'on appelle une biopsie liquide, c'est-à-dire qu'on va aller dans le sang, faire un prélèvement sanguin. Et sur des milliards de cellules sanguines, grâce à justement ces technologies du numérique intelligentes, on peut arriver à identifier une ou deux cellules qui sont des cellules anormales, tumorales. Et donc on va savoir, 9 mois, 1 an, 2 ans avant, qu'il y a un cancer qui est en train de se balader et qui va émerger quelque part. Alors si on la pousse, on va détecter le cancer avant qu'il apparaisse. On récupère la cellule, on fait le séquençage génétique de la tumeur, on identifie les cibles. On fabrique les médicaments en 3D, on les donne aux patients. Et donc le cancer, c'est une maladie invisible, l'idéal, le fantasme, où on va le diagnostiquer avant qu'il existe et on va le traiter avant qu'il existe. Alors, en fait, il existe déjà à partir du moment où tu as la cellule, mais c'est juste qu'il n'est pas visible encore. Avant qu'il existe cliniquement. Dans son potentiel de destruction. Voilà, donc, alors qu'aujourd'hui, on sait que ce qui coûte cher, même au système de santé, c'est les derniers mois de vie de quelqu'un qui est malade. Donc, quel que soit le nombre d'années de traitement, finalement, les derniers mois de vie, quand on perd de l'autonomie, on doit gérer de la vulnérabilité, du handicap, toute la tristesse autour, pour la famille, pour le patient, c'est terrible. Eh bien, c'est ce qui coûte cher aussi à la société, à la solidarité. Donc, mieux traiter, même avec des technologies de pointe, ce sera toujours moins coûteux que de laisser des maladies émerger et fragiliser les individus. Donc aujourd'hui, grâce à toutes ces innovations, dont le numérique est évidemment au cœur, parce qu'on parle de puissance de calcul, nous permettent de détecter beaucoup plus tôt les maladies et donc d'être beaucoup plus dans le registre de la prévention. Eh bien alors ça s'appelle donc ce que tu dis. C'est l'aide au diagnostic d'abord, la prévention ensuite, la personnalisation, ce dont on vient de parler, la précision. Voilà, donc on vient de couvrir les champs de l'apport du numérique. Moi, j'ai envie de raconter aussi autre chose. Si on délègue à des outils numériques qui font mieux que nous, des tâches répétitives sur lesquelles on a peu de valeur ajoutée, on va dégager du temps. Si ce temps, ça peut être un temps qualitatif, un temps relationnel, et réapprendre nos métiers de médecin. Parce que c'est quoi la médecine, Laurent ? La médecine a été préemptée par le progrès technique, mais la médecine, c'est toutes les connaissances scientifiques et les moyens de tous ordres qu'on va mettre en œuvre pour soulager, prévenir, traiter des maladies, des blessures, des infirmités. Avec des mots, on soigne. Avec des mots qu'on ne prononce pas, on tue. Aujourd'hui, il y a énormément de patients qui viennent nous voir en deuxième avis parce qu'on ne leur a pas parlé. Ils ont des dossiers qui relatent des traitements qui ont été très bien faits, honnêtement. Mais notre métier, c'est de gérer l'incertitude en donnant de l'espoir. C'est sûr que si tu es sur ton ordinateur en train de taper les milliers de paramètres, alors que tu peux le déléguer avec une synthèse médicale qui se fait automatiquement, et que tu regardes ton patient dans les yeux, et que tu considères sa peur de mourir, sa peur de souffrir, alors ce temps est un temps thérapeutique. Donc le numérique, pour réhumaniser notre relation à l'autre et aux soins, c'est pour moi l'espoir de la médecine de demain. Alors, ça me soulève plein de questions, et pardon, tu me voyais pensif, mais parce que toi, tu le sais, mais les personnes rurales ne le savent pas, mais je suis une famille de médecins longue lignée, et moi, j'ai souvenir de ces moments où l'informatisation est arrivée dans les cabinets, et au début a été une source de temps perdu immense, entre guillemets, parce que d'abord, ça ne marchait jamais, parce qu'il fallait faire des tonnes de comptes rendus, parce qu'il fallait imprimer plein de papiers, etc. Effectivement, le médecin perdait beaucoup de temps. Mais en même temps, c'était aussi pratique d'avoir tout ce suivi. Donc ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on arrive, grâce à cette maturité technologique, à enfin la promesse qui était faite il y a 40 ans, quand l'informatisation est arrivée, c'est libérer du temps au médecin pour son métier. Et oui. Mais est-ce qu'il a, pardon de poser cette question, mais il y a 40 ans, il ne l'avait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le médecin a la formation, j'allais dire presque un mot vulgaire pour la médecine, mais à l'empathie et à être capable de te regarder dans les yeux et de te parler avec humanité, parce que quand on parle autour de nous, on a souvent l'impression que c'est l'exception. Ce médecin qui ne va pas se cacher derrière un compte-rendu ou derrière un jargon technique, comme tu en as utilisé un petit peu, et on va sortir de là en comprenant rien, en appelant pour un deuxième avis. Oui, c'est une bonne question. Alors, qu'il y ait des médecins, et il y en a beaucoup, il faut faire son autocritique dans sa profession,
qui ont des mécanismes de défense, de protection, et qui du coup mettent une barrière pour éviter la fatigue émotionnelle qu'on peut avoir lorsqu'on gère de la maladie grave, ce qu'on appelle l'usure de compassion aussi. Donc c'est un fait. Et on sait que dans la relation, il y a des manières aussi de communiquer, et tout le monde n'a pas les techniques de la communication. Si je te dis « n'aie pas peur », c'est pas pareil que si je te dis « sois rassuré », parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc il y a un peu de technique, mais il y a aussi la manière de se protéger par rapport à la dureté du métier. Et aujourd'hui, dans le système qui finance l'acte et qui impose finalement des contraintes temporelles et qui ne sacralise pas la relation entre le patient et le soignant, à ce moment-là, on a des conduites déviantes d'une médecine à l'acte qui va s'occuper plus de la maladie que du patient. Aujourd'hui, avec les économies d'échelle, on pourrait arriver à financer la qualité, mais après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va faire de l'économie point ou est-ce qu'on va réinjecter dans la qualité relationnelle le temps passé au patient, l'accompagnement du patient dans son parcours santé? Est-ce qu'on veut un système centré sur la gestion de la maladie, comme c'est actuellement, ou est-ce qu'on veut un système centré sur l'individu? Parce que Laurent, c'est quoi la santé en fait? La santé, c'est pas que l'absence de maladie. La santé, c'est pas que le silence des organes. La santé va se composer de la santé psychologique, émotionnelle, sexuelle, sociale, environnementale, culturelle, spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Tu sais, tous les patients viennent nous voir et disent « Mais docteur, est-ce que je suis guéri ?» Ok, mais c'est quoi la guérison? La guérison, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. C'est du boulot. C'est pas au médecin de décréter que le patient il est bien dans ses baskets pour aller au travail ou avec sa famille, ou qu'il est bien mentalement. Donc le patient qui ne se sent pas guéri se sent malade, parce que dans sa tête, il a les deux mots. Je suis guéri, je suis malade. Et en fait, les gens restent malades même sans maladie. Ils sont prisonniers de leur peur. Il faut accompagner à la guérison. C'est une transformation, mais il faut des conditions où on va s'occuper de toutes les dimensions. On va intégrer les dimensions de la santé. Ça s'appelle la santé intégrative. Alors justement, pardon, je reviens parce que forcément, comme je suis passionné par le sujet, je m'écarte un petit peu du numérique là. Mais j'y reviens parce qu'en prenant notre café, on discutait de certaines évolutions dans le digital. Et il y en a une assez commune dont on parle assez souvent, c'est tous ces outils sur le smartphone qui permettent de dire aux patients, vous inquiétez pas, nous on a fini. Puis le suivi va se faire avec votre application. Là, vous allez pouvoir suivre vos constantes. Ça va vous rassurer. Il y a un blog, il y a une communauté, il y a un forum. Vous allez être très bien. Tu me disais, ouais, mais en fait, on se cache. Et grâce à ça, c'est un patch, mais on ne se transforme pas. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Parce que ça paraît bien vu de l'extérieur. L'outil intelligent, lorsqu'il sert la transformation de l'humain, à mon sens. Alors, il y a des outils autonomes pour des fonctions de base. On n'a pas besoin de philosopher dessus. Par exemple, non, juste pour être concret sur nos... La captation d'un rythme cardiaque dans la durée pour émettre un signal d'alerte lorsque le rythme ne va pas et qu'on puisse ensuite avoir une intervention humaine. Bon, très bien. C'est de l'électricité, de l'enregistrement, c'est binaire. C'est une vraie évolution, mais ce n'est pas de la grande révolution. Bon. Si aujourd'hui on arrive à capter de multiples paramètres, là en ce moment on travaille avec des applications qui vont détecter les variations de voix qui sont sur des smartphones, les variations de voix des individus et les variations de mouvement du visage. Parce qu'avec 40 muscles de la face, tu codes pour 3000 expressions de visage. Et donc, ils vont faire de l'évaluation de santé émotionnelle et qui vont pouvoir prédire l'état émotionnel d'un patient. Comment on peut faire pour prédire à l'avance qu'un patient ne se sent pas bien et à arriver à intégrer cela pour regarder comment on peut aider ses équilibres de vie. Donc intervenir pour que nos outils soient des outils équilibrants. On a aujourd'hui dans la relation soignant-soigné besoin de confiance. On peut arriver à être très juste et très pointu sur les chiffres, la biométrie de l'individu, grâce à tous ces outils, mais comment on crée la confiance avec un individu? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu viens me voir en consultation, je viens te voir dans une banque, que la confiance va être créée. La confiance, c'est un état psychologique qui est basé sur l'intention d'accepter sa propre vulnérabilité. Mais tout cela est basé sur la manière dont on se représente, la manière dont l'autre va s'investir. Comment ton médecin va travailler sur la confiance? Alors il y a des gestes, il y a des signes, il y a une présence, il y a une attention particulière. Il y a un mode de communication verbal, non verbal. Il y a des mots, mais il y a une écoute active. Il faut apprendre à reformuler. Il faut donner du temps, parce que le temps, c'est de la qualité.
Donc si nos outils numériques veulent nous aider à nous transformer, il ne faut pas qu'on leur délègue ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne veut pas faire. Oui, donc Il faut qu'on arrive à les intégrer dans notre manière d'exercer pour qu'on puisse positivement réapprendre à exercer. Oui, donc pour toi, quand il y a un peu trop de mise en avant de ces outils d'autonomisation du patient, et en gros, débrouille-toi tout seul avec ton appli, tu vas voir, c'est formidable. Là, tu dis, on perd sans doute un peu de l'humain au milieu dont on a besoin. Prends les collègues allemands. Les collègues allemands, ils ont des centaines de thérapies digitales. Donc on n'est plus dans l'enregistrement de paramètres. C'est quoi? Il y a des intelligences, par exemple, tu sais, quand on fait de la chimiothérapie ou d'autres traitements, il y a un brouillard cognitif. Donc dans 30% des cas, on a des pertes de mémoire qui peuvent se rééduquer. Et donc il y a des espèces de jeux ludiques qui permettent de travailler la mémoire et en fonction du niveau du patient, de progresser avec lui pour faire une rééducation de mémoire. Donc on a des thérapies digitales. Maintenant, il y a des centaines de thérapies digitales remboursées, non utilisées, parce que le terreau n'est pas fertile. Les gens n'ont pas appris à les utiliser, il n'y a pas d'acteurs qui passent du temps avec des patients pour leur expliquer, etc. Ce n'est pas parce qu'un outil existe qu'il va intégrer un système qui l'attend. Il faut qu'on transforme la manière de se comporter, qu'il y ait des temps dédiés pour expliquer aux patients, qu'il y ait des temps relationnels. L'outil, c'est une partie du sujet. Et les thérapies digitales existent et on va les intégrer. Mais si tu dis à l'infirmière qui a 30 chambres où il faut qu'elle aille prendre pouls, tension, elle n'a même pas le temps de parler au patient, à la fin de la journée, elle va juste vouloir un arrêt de travail. Si tu fais prendre le pouls et la tension par un robot qui rentre dans les chambres et qui le fait, l'infirmière, elle va pouvoir aller discuter avec les patients, les familles, et faire de l'éducation thérapeutique, s'approprier les nouveaux outils, créer l'interface avec les patients. En plus, le robot, il y a moins de charge sociale. Mais il faudra rendre à l'infirmière la qualité de son métier, de son approche relationnelle. Donc arriver à déléguer des tâches, c'est pas juste pour ne plus avoir de tâches, c'est pour qu'on ait d'autres tâches. Donc en fait, tu prônes une meilleure répartition entre ce qu'on va déléguer au numérique et ce que le médecin aura toujours et encore plus besoin de faire vis-à-vis de son patient. On va se recentrer. Il va falloir qu'on travaille sur l'éthique. On a aussi un vrai sujet en ce moment. Moi, j'ai participé à l'écriture avec un groupe du plan stratégique décennal en soins palliatifs. On sait qu'on meurt mal, souvent en France. Nos sujets politiques ont fait que ça s'est un peu arrêté au milieu, ce débat. Mais il y a des gens qui veulent fuir la vie parce qu'ils veulent fuir l'invivable. Tellement ils souffrent et leurs souffrances ne sont pas prises en considération, alors ils abandonnent. Mais ils abandonnent vivants. Et on les laisse abandonner alors qu'ils sont vivants. Donc quelle triste façon de sacraliser la vie que de leur proposer en plus de les finir. C'est finalement un appel à l'aide souvent, l'appel à mourir. Même si parfois c'est très réfléchi et ça peut être légitime, je ne rentre pas dans le débat. Mais la plupart du temps, on veut fuir la vie. Aujourd'hui, on a toute une façon d'accompagner. Les soins en général, les soins palliatifs en particulier. Un monitoring de la douleur. Si tu vois qu'il y a des signes de souffrance au niveau de la face, et s'il y a un détecteur qui peut arriver à faire de l'injection de médicaments, antidouleurs, morphiniques ou autres, en fonction de ta douleur réelle qui est perçue, tu peux arriver à avoir des systèmes automatiques de gestion de la douleur. Intelligents. On a des milliers d'applications, mais c'est juste pour dire que c'est à nous de nous remettre en question pour traiter ce qui ne va pas. Avec un système à 300 milliards d'euros, qui est quand même 12% de notre produit intérieur brut, avoir autant de mécontentement, c'est juste la dette. Sans accompagner l'innovation, c'est pas adapté. Donc il faut dire merci la France, qu'on ait un système accessible et solidaire. Mais il ne faut pas qu'on bouffe le capital, il faut qu'on transforme. Alain, le numérique, on voit tout ce que ça t'aide, à quel point ça va vite. Ça me fait penser un peu à une comparaison. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, on disait un cycle pour une nouvelle voiture, c'est tous les 10 ans parce qu'il faut le temps de la concevoir, de la réfléchir, de la designer, de la sortir. Et puis maintenant, c'est tous les ans. C'est un peu comme dans ton métier. Il y a un nouvel appareil de radiologie qui sort tous les ans. Il y a une nouvelle technologie. On parlait tout à l'heure de séquençage d'ADN, etc. Mais comment vous restez à la page? Je veux dire, quand j'étais petit, c'était le quotidien du médecin. Mais c'est pas assez rapide, le quotidien du médecin. Vous faites comment Mon maître est né en 1950. En 1950, à l'époque, on avait vu sur des soldats, après la Deuxième Guerre mondiale, que les gaz moutarde arrivaient à mettre à plat la moelle osseuse qui fabriquait les cellules de défense. Et donc, on a fabriqué les premières chimiothérapies qui sont des dérivés de ces poisons et de ces gaz moutarde. Aujourd'hui, on fait un séquençage génétique de la tumeur, on a des médicaments de synthèse, des thérapies ciblées,
on fabrique des médicaments avec des principes qu'on a à peine connus et identifiés. Il y a 3000 publications scientifiques chaque jour, il n'y a personne qui peut les intégrer. Donc l'accès à l'information médicale, à la synthèse, l'algorithmique pour arriver à prendre des décisions de façon plus fine, nécessite qu'on ait de l'intelligence artificielle et une analyse de données à grande échelle. On a métabolisé beaucoup plus de données qu'avant. Les immunothérapies ont vraiment, par exemple, transformé notre métier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu sais, quand la cellule cancéreuse elle est dans le corps, elle devrait être reconnue par des petits soldats, les globules blancs, ce qu'on appelle les lymphocytes. Et les lymphocytes devraient la détruire. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Sauf que la cellule cancéreuse, elle crache un gaz soporifique, et elle endort les lymphocytes, et elle fait sa vie, et elle se développe. Et donc on a trouvé des mécanismes par lesquels se parlent la cellule cancéreuse et le lymphocyte. Et donc on les coupe, et on restaure notre propre immunité contre notre propre cancer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quelques patients qui avaient des maladies métastatiques qui étaient réputées comme n'étant pas curables, qui sont guéris. Alors pas tous, parce qu'il y a encore de l'intelligence dans ces cellules cancéreuses. Et on est en train de progresser. Mais c'est pour dire qu'on exerce aujourd'hui différemment qu'hier, grâce à ces outils. Mais il y a tellement de données, de la biologie, de la modélisation, des mécanismes. Il y a Dassault-Systèmes avec lequel on travaille, qui a modélisé une cellule cancéreuse avec des milliers et des milliers de paramètres qu'on ne peut pas avoir en tête avec un cerveau humain, même si on n'est pas mauvais. Donc je te repose ma question, comment vous faites? Eh bien justement, on utilise ces outils. Donc on a les algorithmes de décision, l'aide à la synthèse. On ne peut pas travailler sans avoir accès à des milliers d'informations. Un compte-rendu d'analyse de tumeur qui a balisé 1 milliard de paramètres pour nous rendre une information sur la sensibilité à tel ou tel type de médicament, ben on va le recevoir comme tel. On est obligé. Et donc ça pose des problèmes aussi sur le poids juridique de notre responsabilité à partir du moment où on travaille main dans la main avec des outils qu'on ne pourrait pas remplacer nous-mêmes. D'accord, donc de plus en plus c'est fragmenté. Il y a par exemple cette analyse qui t'est livrée, qui te dit c'est ça. Et toi, de toute façon, tu n'as pas la compétence pour challenger. Tu ne peux pas rentrer à l'échelle nanométrique, analyser les milliards de paramètres. Si le labo te dit c'est ça, tu pars. C'est ça, c'est que c'est ça. Mais, pardon de poser cette question idiote, mais comment tu sais même à un moment que quand tu es médecin dans la Creuse ou ailleurs, que cette technologie existe? Est-ce qu'aujourd'hui, les outils de diffusion du savoir médical parmi la communauté médicale sont suffisamment développés, accessibles par tous et toutes? En tout cas, en France, par exemple. Pour oui, mais dans les enseignements, tu as les enseignements socles, les facultés, avec des formations diplômantes. Et là, bien sûr, toutes les facultés de médecine ont des accès au savoir avec une organisation de la gestion des flux d'informations. Ensuite, tu as des formations de spécialité avec, de façon transversale, des sociétés savantes qui couvrent et balisent le territoire auquel les médecins adhèrent. Mais tu as aussi une presse médicale, tu as des médias, l'Internet ou autres, tu as encore une industrie promotrice des savoirs. Alors on a crié au loup avec cette industrie, mais qui avec chaque innovation vient apporter de la connaissance. C'est plus ou moins orienté, mais honnêtement, heureusement qu'on a une industrie qui participe à la formation médicale continue, il faut leur rendre hommage. Donc on a tout un tas de sources d'informations. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut passer à côté d'un savoir utile aux patients? La réponse est oui. Donc il existe effectivement, comme dans chaque métier, des systèmes experts. Et tout le monde n'a pas les mêmes expertises. Donc on pourra faire sa chimiothérapie près de chez soi, mais demander un deuxième avis à quelqu'un qui a vu plus de cas ou améliorer sa connaissance sur telle ou telle maladie qui est dans une autre ville. Alors, pardon de te titiller sur le point encore, on va pas y rester longtemps, mais dans les autres métiers que je maîtrise un peu mieux que celui de la médecine, très longtemps, on a dit il n'y a pas les bons profils, on ne forme pas correctement à la fac ou dans les écoles d'ingénieurs au métier du digital, à cette ultra croissance rapide et à tous ces outils qui permettent de faire des tonnes de choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire hier. Je pourrais même le prendre dans le secteur, là, tiens, on est dans un studio aujourd'hui, on est encore avec des systèmes, et encore, c'est des systèmes relativement modernes, digitaux, qui permettent de faire ça à des coûts approchables par une association comme la nôtre. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu. C'était du broadcast, etc. Mais il y a encore des gens qui font encore plus simple, moins cher, plus rapide avec des nouvelles technologies. Est-ce que dans les métiers de la médecine, le système de formation est capable de se mettre aussi rapidement à jour que la vitesse d'innovation dans le secteur de la santé? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Mais te connaissant, je pense qu'il faut aller à l'échelle des concepts. Aujourd'hui, quand une cellule est malade, c'est un état de chaos
elle perd sa complexité. C'est soit un état de chaos, soit un état tout à fait simplifié, on-off, il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais elle perd sa complexité. Et donc c'est un système qui devient binaire. On a binarisé les problèmes pour des raisons pédagogiques, pour enseigner la médecine de façon simple et apprendre des maladies. 400 grosses maladies, 2500 maladies périphériques. Donc on enseigne la médecine en ingurgitant la gestion de la maladie. Mais quand on regarde l'individu, toi et moi, on est des systèmes complexes. Toi, tu n'es pas l'assemblage des particules qui te composent. Tes réactions, elles vont dépendre de ton passé. Elles sont souvent imprévisibles, comme les miennes. Donc on est des systèmes complexes. Comment tu veux traiter des systèmes complexes avec des outils simplifiés? Donc le premier socle d'études, il est là pour structurer ta pensée. Qu'est-ce que j'attends, moi, d'un jeune étudiant en médecine qui vient d'être nommé à l'internat? Quand on fait la garde, à 11h le soir, que je suis chez moi, que je vais dormir pour être frais le lendemain, pour accueillir les patients. Si un patient il vient avec une douleur thoracique, l'étudiant il doit évoquer l'infarctus du myocarde, même si c'est un étudiant en rhumatologie, en pneumologie ou en chirurgie esthétique. On doit éviter que se passe en urgence l'infarctus à côté duquel on passe. Si quelqu'un a très mal au ventre, il faut surtout diagnostiquer et essayer d'éviter qu'il y ait une occlusion intestinale. Donc on doit gérer l'urgence. Il faut un socle commun. On gère le binaire. Donc il y a la médecine primaire, les urgences, l'organisation des urgences, la base. Ensuite, il y a le secondaire. Tu gères une hypertension dans ton cabinet, en comprenant bien la mécanique de l'hypertension, avec tous les outils dont on dispose. C'est de la médecine spécialisée. Mais ensuite, tu as le tertiaire, où tu fais le ciment entre plusieurs spécialités, où personne n'a les mêmes connaissances, mais tout le monde a un socle commun, et il faut arriver à imaginer un système intelligent, médicalement. Donc il faut arriver à intégrer toutes les expertises pour avoir une médecine spécialisée. Donc on a des systèmes complexes à organiser pour gérer des patients qui eux-mêmes sont complexes. Mais nos outils pédagogiques sont des outils simples. Il y a une culture différente de l'apprentissage à promouvoir aujourd'hui. On a parlé de tout ce savoir. Ce qu'on sait aussi, c'est que la recherche médicale a toujours travaillé en réseau, et pas seulement au maillon français, beaucoup à l'échelle internationale. Donc avant, comme les gens pouvaient, grâce au numérique, j'imagine qu'aujourd'hui, cette coopération est très largement enrichie, améliorée. J'imagine, j'aimerais que tu me le confirmes, que vous travaillez avec le monde entier, en fait, quand vous réfléchissez à des nouveaux protocoles. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec un collègue qui est à Rome que le collègue qui est le bureau d'en face, des fois. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas déjeuner avec le collègue dans le bureau d'en face. Les informations vous permettent, grâce au numérique, là, vous pouvez vraiment partager des retours d'expérience. Et pas que le canal de communication. C'est qu'on va avoir des appétences pour tel ou tel sujet, on va recevoir de l'information ciblée, et on va réfléchir ensemble à la manière dont on réagit et de façon différentielle sur ces informations. Donc on a créé un travail en réseau expert. En Italie, qui reçoit un cas un peu difficile, qui dit « Attends, je te connecte avec moi pendant la consulte. » quoi. Exactement. Donc on a fabriqué, comme partout, des réseaux experts qui cassent les frontières habituelles de nos barrières physiques et de nos barrières linguistiques. Parce qu'en plus, on a des systèmes à traduction facilités. Oui, il n'y a plus la barrière de la langue. En fait, on est en capacité de faire traduire des textes. Nos médecins n'étaient pas les meilleurs en anglais dans le passé. Oui, on plaide coupable, nous aussi. Je te testerai pas ce matin. Mais avec ChatGPT, ça va mieux. Ah, bien sûr que ça va mieux. Non, mais je veux dire, c'est toujours pareil. La communication, c'est la base de la manière dont on va fabriquer, de la formation et de la transformation. Donc il faut effectivement que les canaux de communication nous permettent d'accéder à de l'information. Donc ça a vraiment accéléré cette capacité à travailler ensemble. Et donc à mieux diagnostiquer et à partager des retours d'expérience. Bien sûr. Et puis en fait, ce que toi tu croyais être une maladie rare, à partir du moment où tu as une collection de l'information, une expérience qui est déjà créée, synthétisée, tu vas avoir une appréhension d'une maladie rare comme étant une maladie moins rare. Toujours au sujet de cette connaissance, donc là on était sur le partage point à point entre plusieurs médecins. On le sait, dans la médecine, dans la recherche, la publication a toujours été le Graal. Je veux dire, les médecins, ils travaillaient ils trouvaient un sujet, et puis ils publiaient, puis un jour ils pouvaient devenir mandarins, parce qu'ils avaient fait plein de publications. Aujourd'hui, la publication tu as l'impression que tout le monde publie tous les jours sur tout. Il y a des experts de tout sur tout. Est-ce qu'il y a encore, j'ai plusieurs questions sur ce domaine, est-ce qu'il y a encore des autorités en termes de publication, je ne connais pas les titres dans vos métiers, mais où si on publie dans telle revue, qu'elle soit digitale ou pas, mais ça va, c'est contrôlé,
il y a d'autres professeurs et X corps de métier qui ont contrôlé, etc. Ou est-ce que c'est devenu un peu la jungle et comme dans d'autres corps de métier, on paye donc le truc il est mis en avant et puis à la fin on ne sait plus qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui en a pas, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui l'est pas. On en est où là-dedans, en ce monde d'ultra partage de connaissances? Alors en fait, la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait comme différence entre croire et savoir? Quand tu crois, On va rajouter 2 heures au compteur. Quand tu crois, tu sais pourquoi tu crois, mais tu sais pas l'expliquer. Et ta croyance, elle peut guider ta vie. Mais quand tu sais pourquoi tu sais le démontrer. Aujourd'hui, on est dans une ère où on a besoin d'une médecine basée sur des preuves. Il y a une démarche scientifique. Alors maintenant, la science ne sait pas tout. Mais en tout cas, dans la démarche scientifique, on a une méthodologie pour arriver à se positionner en démonstration, le temps que quelqu'un démontre autre chose. Et il y a des canaux où nos publications, elles sont soumises à des comités de lecture, avec des revues qui ont plus ou moins d'impact, on a dit l'impact factor. Et effectivement, une publication sur ton réseau social, elle peut être géniale, intelligente, je ne conteste pas. Néanmoins, il y a une gradation dans les niveaux de preuve et dans la robustesse des savoirs qu'on communique. Et il faut toujours avoir le doute nécessaire, pas le dogmatisme, pas de scepticisme. Tu sais, le sceptique ne croit pas en la science, il croit en lui-même, il pense que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. C'est ce que disait Claude Bernard. Aujourd'hui, il faut avoir un doute positif en science. On ne peut pas arrêter de l'information comme si le système était figé. Donc il y a une démarche dans la manière dont on rapporte ces résultats. D'abord on observe, puis on émet des hypothèses, puis on expérimente, puis on conclut. Et dans les expérimentations, il y a des biais. Donc il faut analyser les biais de son expérimentation. Et il faut que cela soit discuté et remis en question. Pardon, j'ai l'impression que c'est, le schéma type qu'on m'expliquait déjà il y a 40 ans. C'est la base, voilà, on fait des présentations, il y a des règles, ça. Mais aujourd'hui, où ça va tellement vite, où tout le monde publie sur tout, je ne sais même plus combien il y a de sites qui vont te dire qu'ils sont l'expert de tel machin. Puis après, on apprend qu'il y a un scandale et qu'en fait, l'étude, elle avait été faite sur 4 personnes, dont 2 étaient biaisées, c'est les cousins. Enfin, on arrive encore à s'y retrouver. Nous arrivons, les systèmes experts, à nous y retrouver. Et les recommandations de bonnes pratiques officielles se basent sur des données avec un certain niveau de preuve. C'est pas parce qu'on a un cas ici et là qui est rapporté avec une croyance qui est rapportée que ça fera, entre guillemets, jurisprudence pour que tout le monde traite de cette manière. Donc, entre le cas qui est rapporté, l'étude observationnelle, l'étude comparative qu'on appelle randomisée en double aveugle avec une méthodologie robuste qui met un peu le hasard de côté. Donc il y a encore quand même c'est pas des organismes, enfin des revues qui sont quand même dans le contrôle encore avec des êtres humains. Avec une démarche scientifique. Mais alors, je reviens à un vieux dada, je sais qu'on a un peu le même là-dessus, mais sur le numérique qui parfois peut être source de positif, mais aussi source de fracture, puisque finalement, là, on va se retrouver avec ceux qui savent et qui ont, j'allais dire comme toi, peut-être la croyance dans ces systèmes quand même de sachants, mais avec cette expertise tellement complexe à appréhender, d'assez haut niveau. Et puis à côté de ça, un savoir beaucoup plus accessible, puisque sur Twitter ou LinkedIn, je vais trouver une analyse hyper profonde de mon cancer en phase 4, et où après, quelqu'un va passer à la télé en expliquant ils n'ont rien compris au ministère de la Santé, regardez, ils n'autorisent pas tel médicament, alors que l'étude que j'ai lue sur Twitter hier prouve que ça marche. Et donc, tu vas te retrouver avec toute une partie de la population qui n'a pas accès à toutes ces données de revues de grands professeurs, mais qui voit par contre tous les matins des tonnes de petites revues de droite, de gauche, et qui vont croire plein de choses. Ces gens-là débarquent dans tes cabinets. Est-ce que on ne crée pas un schisme dangereux entre ceux qui ont accès à ce savoir et qui est très compliqué et pas toujours agréable à entendre, parce que plus long, oui, il faut 2 ans avant de... Et puis tout ce vomi de savoir permanent. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette dichotomie ? Non, mais on est dans cette histoire des croyances et des savoirs. Moi, je crois qu'il faut s'interroger sur nos postures médicales. La relation soignant-soigné, elle a été beaucoup et elle est souvent une relation entre un sachant et quelqu'un qui sait moins. Aujourd'hui, avec l'accès à l'information, c'est quelqu'un qui vient qui dit voilà, j'ai un cancer du pancréas, il a fait 140 pages de Google, il a fait sa synthèse, je veux ce traitement. T'en as des comme ça ? Oui, alors qu'en fait, il n'y a pas un cancer du pancréas, il y en a plusieurs, et que la biologie et la génétique des cancers du pancréas n'est pas la même, et que finalement, les histoires naturelles ne sont pas les mêmes, mais Dr Google a pour l'instant pas été lui rapporter cette information. Donc en fait, il y a un décalage entre sa représentation mentale au patient et la nôtre, les interprétations, l'expérientiel.
Donc, bien qu'on ait gommé une partie de la différence normale et utile qu'il y avait entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas, il y a encore le poids de l'expérience et il faut avoir l'humilité de l'incertitude. Et la binarisation des stratégies, le dogmatisme en médecine existe, mais chez les patients aussi. Et c'est difficile de connaître sa maladie et de connaître la maladie, c'est pas du tout pareil. Parce que quand tu discutes de la mort, philosophiquement, tu es habile, discute de ta mort, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, il y a une intelligence relationnelle, il y a une intelligence émotionnelle, il y a un système d'information, gestion des connaissances. Il faut arriver à faire monter le niveau dans la discussion pour aider le patient à co-décider, à être acteur de sa santé. Il faut autonomiser le patient, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des concepts un peu différents. Donc il y a beaucoup de gens qui exerçaient et qui exercent encore avec une médecine paternaliste. Docteur, de quoi vous allez m'opérer? Bon, j'ai pas le temps, allez voir ma secrétaire, elle vous donne la date. Et finalement, c'est un grand soignant tout puissant. Je crois que ça marche plus et ça marchera plus. Ça survit encore. Ensuite, vous avez le côté un peu informatif où vous récitez ce que l'ordinateur va dire. Vous avez 30% de risque d'avoir de métastases, vous avez 10% de risque de mourir dans l'année, etc. Bon, bah, mieux vaut avoir un ordinateur en face de toi qui le fera mieux que toi, en fait. Parce que tu ne gères pas du tout ni la peur de mourir, ni la peur de souffrir. Bon. Après, tu as le côté un peu délibératif, communicatif, où tu vas devenir partenaire de ton patient. Qui devient ton partenaire, on instaure de la confiance. On l'amène à la décision, on va l'orienter, on va l'aider, on va expliciter les informations existantes. Et de toute façon, chaque décision, c'est une alliance entre des éléments objectifs, des éléments subjectifs et un contexte. Donc l'aide à la décision, avec la manière de percevoir l'autre, d'intégrer ce qu'il est dans ses croyances, ses peurs, sa culture, ses dimensions, et intégrer des éléments scientifiques pour arriver à une décision juste et adaptée et personnalisée. Alors, à l'heure où on voit, et les jeunes sont souvent précurseurs, certains jeunes tombaient amoureux de leur intelligence artificielle, est-ce qu'avec les progrès des intelligences artificielles dites génératives, est-ce que demain, on ne va pas avoir une IA médicale qui aura plus, finalement, la capacité à faire tout ce que tu viens de me dire là? Parce qu'elle aura accès au savoir extrêmement puissant et diffus d'Internet, une capacité à essayer de le transformer en mots que l'autre comprend, puisqu'en plus, il aura appris, moi, mon niveau, avec quelques questions, il saura ce que je suis capable de comprendre, alors que toi, tu as 3 minutes entre chaque patient. Lui, finalement, il agrège mon savoir, il m'aura vu poser des questions, il va voir que mon niveau de langage, il est là et pas là, parce que tu as peut-être déjà utilisé 4 mots que je n'ai pas compris, toi. Donc, est-ce que finalement, dans 1 an, 2 ans, avec les IA génératives, une grosse partie de ce que tu viens de m'expliquer, ça ne sera pas mieux fait par... je vais prendre Mistral plutôt que ChatGPT pour une fois, mais voilà, Mistral médical. Un mix Mistral Doctolib, tu vois. Là, tu poses une question prospective, et moi j'aime bien l'histoire, mais c'est Saint-Exupéry qui disait l'essentiel dans l'avenir, c'est pas de le prédire, mais de le rendre possible. Donc ce qui se passera demain, ça m'intéresse moins que la manière dont on va construire demain. Moi, j'ai envie qu'on construise un demain où on est meilleur, où on a un homme amélioré. Pas un robot amélioré, et c'est tout. Mais on va avoir besoin du robot amélioré. Je suis certain qu'il y a des intelligences artificielles qui feront de meilleurs diagnostics et de meilleures recommandations thérapeutiques. Il n'y a pas de doute. C'est moi, j'ai arrêté de jouer aux échecs quand Deep Blue avait battu Garry Kasparov. Voilà. Et maintenant, finalement, ça m'enquiquine. Je suis en train de mettre en place un programme d'échecs pour les patients. Je ne parle pas des vertus de l'échec, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, on était avec un champion du monde d'échecs qui nous disait « Mais il n'y a personne qui peut battre l'ordinateur. » Un jeune. Je dis « Mais c'est un jeu où on sait qu'on ne peut pas battre l'ordinateur. La question, c'est quelle difficulté, comment tu vas résister et quelle difficulté tu vas avoir. » Et il reste champion du monde d'échecs et il est brillantissime. Et il a fait son chemin. Mais la donnée a changé. À l'époque, on se demandait si l'ordinateur pouvait nous battre. Maintenant, on sait qu'il le bat. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas jouer. Mais on va l'utiliser pour être plus fort. Et donc, il a un vis-à-vis. Donc moi, je pense qu'il faut que les médecins utilisent la connaissance qu'ils ne peuvent pas forcément avoir pour être plus forts, mais aussi pour libérer du temps et être le meilleur d'eux-mêmes. C'est Nietzschéen. Deviens qui tu es parce que on ne va pas t'aliéner à des tâches qui ne doivent pas être les tiennes. On avait un débat à l'Axel dans une autre enceinte qu'aujourd'hui récemment, où un des intervenants a sorti une statistique que je ne maîtrise pas complètement, mais qui était de l'ordre de grandeur suivant. Il y a eu des études de fait sur des diagnostics. Le médecin seul trouvait le bon dans 70% des cas, l'IA 93, l'IA plus médecin 82. Parce que le plus souvent, le médecin disait non, l'IA là, non, je ne suis pas d'accord, je vais faire ça. Et on baisse le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Le fait que je ne vais pas laisser la croyance à l'ordinateur, non, mais moi j'ai raison. Mais c'est le Watson d'IBM.
Ce fameux robot, alors, bon, il y a eu des déceptions aussi, mais IBM avait beaucoup misé dessus. Et en fait, on avait comparé 6000 médecins universitaires de haut niveau dans chaque discipline, sur des centaines de cas patients, versus le robot. Et le robot battait de façon significative les équipes médicales, parce que l'enregistrement de millions de pages d'informations par seconde qui arrivait à faire la synthèse. Voilà. Donc moi, je crois que sur l'aide à la décision, sur l'algorithmique, sur la synthèse de la littérature scientifique, sur les propositions de traitement, on va être pas mauvais. Là où on reste meilleur, je pense, humainement, si on travaille sur nous-mêmes, c'est avec cette humilité de l'incertitude, c'est sur la gestion de l'incertitude. Et dans les processus décisionnels, pour être pointu, il faut savoir donner du poids à l'incertitude. Et là, on n'a pas de données, et du coup, l'IA qui va aller chercher l'existant pour faire son travail n'a pas d'existant. Il va halluciner, comme il le fait aujourd'hui. N'a pas d'existant. Donc, la conduite cérébrale humaine intelligente a de la place dans le processus décisionnel. Ça ne sert à rien de battre un ordinateur quand tu dois apprendre une série de 180 chiffres à recracher à la minute. Mais par contre, sur la manière dont tu vas l'exploiter pour transformer le monde, on a encore besoin de l'humain. Et donc, on n'a pas à diaboliser la techno, elle est là pour nous aider. Ce que tu me disais en préparant cette interview, c'est que la médecine, c'est l'humilité de savoir qu'on ne sait pas aussi. Ah, mais ça, un ordinateur, il a du mal à dire qu'il ne sait pas. Mais on ne l'a pas paramétré comme ça, alors comment seront les ordinateurs de demain ? On est là. Quand je me suis installé, j'ai un vieux chirurgien qui m'a dit Alain, ne fais jamais ce qui peut être mieux fait par quelqu'un d'autre. Donc tous les jours, j'essaye de me mettre au chômage et de déléguer à peu près tout ce que je peux déléguer. Donc s'il y a peut t'aider sur un j'ai de plus en plus de travail. Et mon travail, c'est de défricher, d'améliorer, d'inventer, et un travail de relation qui est pas délégable au final. Mais aujourd'hui, pendant qu'on parle, j'ai des robots qui traitent des patients avec des techniciens qui verrouillent et un système de sécurité. Donc je peux être là, on peut être en train de discuter, et j'ai des patients dont je détruis le cancer par délégation. Oui, mais donc je reviens à mon point qui était sur l'ignorance. Toi, tu penses que c'est juste qu'on ne les a pas programmés pour ça aujourd'hui, qu'on pourrait demain avoir des IA qui arrivent à prendre quand même ce savoir assez particulier de la médecine, où tu te retrouves en face de quelqu'un qui veut savoir, et toi, ton métier va être de lui dire on ne sait pas, mais de l'accompagner avec ce on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur, il t'invente une réponse, il ne veut pas dire je ne sais pas. Et c'est ça. Et je pense qu'il va falloir travailler sur nos intelligences émotionnelles, simplement. Qu'est-ce qui fait que si tu as cligné 3 fois ou 2 fois des paupières, tu vas avoir plus ou moins de conviction dans ce que tu racontes? Comment on va l'intégrer, le paramétrer, pour le prendre en considération dans la manière dont tu es convaincu ou pas? Donc aujourd'hui, on a énormément de paramètres qu'on ne regarde pas, qu'on n'a pas démembrés, qu'on n'a pas étudiés, des comportements, des environnements. Et donc c'est à nous d'aller explorer le monde différemment, parce qu'on rend le monde plus facile à certains égards, mais il nous apparaît difficile et vertigineux à d'autres, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, et c'est notre travail. On parlait de ces patients qui arrivent avec leurs 150 pages Google. Enfin, j'imagine que depuis, tu en as peut-être même en conversation qui sortent leur chat GPT sur le téléphone, non? Enfin, oui, mais si tu veux, c'est simple. Tu sais que 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Quand tu dis évitable, c'est-à-dire qu'on sait, nous, comment on pourrait l'éviter. C'est évitable. Je fume pas, bon, bah déjà, j'en aurai. Alors, tu vois, quelqu'un qui a un AVC, la société paye 1 million d'euros, mais pour lui et ses proches, c'est du handicap, c'est une vie qui est complexe. Mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc si on travaille sur alcool, tabac, sédentarité, surpoids, la pollution et d'autres facteurs inconnus. Aujourd'hui, dans la conduite préventive, il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qui fait que le gars qui vient de faire la leçon après avoir lu sur Google et qui a l'impression de tout savoir, il vient la clope au bec? C'est-à-dire qu'il a omis de penser aux choses simples et il vient comme dans une conquête parce qu'il a réussi à conquérir un savoir qui va créer une identité pour lui. Il vient presque en combat avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il il est dans le déni, il a omis ci, il n'a pas interprété ça. C'est beaucoup plus fin qu'un échange de savoir. C'est l'humain. On a tous des très belles qualités, des grands défauts. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va le motiver, en fait, au changement? Comment on va faire l'analyse? Comment un inceste, un viol, une violence conjugale vont impacter sur un mécanisme traumatique qui va perturber un fonctionnement de cellules et peut-être engendrer un cancer? Et comment on va travailler sur un traumatisme enfoui, qu'on doit s'avouer ou pas? Donc on sort d'une analyse, d'une métrique googlisée, en fait.
Donc la relation humaine et les choses à découvrir, et la posture et la culture, elles sont des sujets plus importants pour moi que de savoir si le médecin il va faire l'analyse de données ou si c'est sa bécane. Alors, pardon, je change de sujet complètement, mais on n'est pas si loin. Si on parle des risques sociétaux, avec l'IA et la santé, et le numérique et la santé. Je vais faire une petite divergence quelques secondes pour t'amener ma question. Dans le domaine de l'automobile, de plus en plus, le risque, puisqu'on parle de risque, hein, quand j'ai un accident, c'est un risque, j'ai aussi un risque de mourir, mais j'ai un risque matériel, je peux avoir un risque d'accident. Ce risque est pris en charge par le privé, pas par le public, en tout cas pour une grosse partie. Et pour limiter de plus en plus ce risque, grâce au numérique, maintenant on peut même brancher sur ta voiture des devices qui vont te dire comment tu as conduit, etc. Donc on te le vend en t'expliquant que tu paieras moins cher ton assurance que tu conduis bien. N'empêche que pour ceux qui ne sont pas dedans et qui conduisent moins bien, c'est plus cher. Et puis on pourra, dans certains pays qui ne sont pas les nôtres, en Chine par exemple, pour ne pas les nommer, où Ping An, un assureur, nous disait qu'il avait 24 000 points de données par assuré. C'est-à-dire que je fais souvent cette blague sur scène, mais où je dis que chez Ping An, si tu appelles pour dire le mensonge classique de beaucoup de jeunes qui t'expliquent que leur téléphone a été oui, on m'a poussé, et donc c'est un accident. Il est tombé hier soir à 17h dans le métro. Ah non, monsieur, hier à 17h, vous étiez dans vos toilettes. Parce que Ping An te suit de partout, ils sont branchés aux opérateurs télécoms, ils sont branchés à ton paiement, etc. Est-ce qu'avec toutes ces données de santé qu'on va être capable de suivre sur toi, on parlait tout à l'heure de mon téléphone qui va suivre mes métriques, qui va suivre mon cœur, qui va suivre ça, on va savoir que j'ai pas bougé, que je suis très sédentaire, on va savoir que je suis resté 8 heures par jour devant mon Netflix sur mon téléphone, on va savoir peut-être même que j'ai fumé parce qu'on va reconnaître mes gestes. Est-ce que ça pose pas des problèmes de gestion du risque sur la durée? On va dire, bah toi, je t'assure plus, tu coûtes trop cher à la société. Quand tu vas voir Monsieur Toledano, tu vas être moins remboursé parce que tu comprends, tu n'as pas été vertueux. Est-ce qu'il y a un risque, à ton sens, dans nos sociétés développées, de Big Brother? On a de moins en moins d'argent pour payer tout ça. Dans ce cas, à un moment, on va pas dire, pour économiser, les pas gentils, on les flics et on rembourse plus. C'est intéressant de poser la question comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. C'est quoi un risque? C'est un danger prévisible. Qu'on essaye de prévoir un danger, ça ne me choque pas du tout. Moi, j'accompagne beaucoup de gens sur le dernier voyage. En fait, il y a beaucoup de patients qui décèdent, même s'il y en a beaucoup qui guérissent, heureusement. Le plus grand danger, c'est de ne pas avoir de sens dans son existence. Il y a des gens qui meurent mal parce qu'ils se disent « mince, j'ai raté quelque chose ». J'ai ma lucidité terminale qui me disent que j'avais pas de sens. Et il y en a qui sont d'un paisible et qui meurent heureux, en fait. Donc le plus grand danger, c'est l'absence de sens. Et pour l'instant, je ne vois pas. Je n'arrive pas à construire mentalement l'idée que ce n'est pas toi qui va donner le sens à ta vie, avec l'environnement que tu vas contribuer à co-construire. Après qu'il y ait une métrique qui nous permette de mieux baliser des risques financiers juridiques. En fait, ça nous appelle à changer d'éthique aujourd'hui. L'éthique de la société, elle est basée sur le juridique, la responsabilité. Moi, j'aime bien le devoir, où il y a un engagement moral. Et notre éthique, c'est l'éthique du care. Et il faut que la société aille vers l'éthique du care, du prendre soin, qui est basée sur les attentions particulières, la disponibilité affective, la responsabilité émotionnelle, l'expression du soi relationnel. Donc une société basée sur le droit et le juridique, à mon avis, a vécu, et la responsabilité. Et pour donner du sens à nos vies et à nos actions, il va falloir qu'on fasse un pas de côté et qu'on réinvente notre manière de vivre. Et tant mieux si les nouveaux outils nous interrogent, parce qu'ils font mieux que nous beaucoup de choses. C'est nous qui les avons créés et c'est tant mieux. On a créé ce qui nous aiderait à nous transformer nous-mêmes. J'avais une question économique, tu me réponds avec de la philosophie. T'es fort. Alors, l'économie... Ça répond pas il y a un rapport à mon McKinsey, sujet. il y a un rapport McKinsey qui dit que si tu diminuais d'ici 2040 de 32% la mortalité prématurée évitable chez les moins de 70 ans, donc on parle d'une mortalité évitable, tu économises... Tu parles du petit courrier qu'on reçoit à 50 ans qui dit « allez faire votre test ». Non, mais pas que du dépistage, mais en général. Tu augmenterais le PIB de 10%. Donc c'est des centaines de milliards. Tu arrêtes d'emmerder les retraités et tu mets de l'argent à l'éducation et à la défense, en créant de la valeur humaine. En diminuant la mortalité évitable. Si tu mets 1 euro en santé aujourd'hui, tu gagnes entre 2 et 4 euros dans 10 ans. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc, il y a une problématique économique, sociétale, à créer de la valeur en santé. Tout est lié. L'intelligence crée de la valeur. Mais, pardon, c'est une question qui me taraude, donc je te la repose quand même, parce que tu l'as évité. Ouais.
avec ce numérique qui nous permet vraiment de suivre ultra finement. Tu as dit tout à l'heure, tu es capable de cibler le génome d'une tumeur et aujourd'hui, parmi 140 médicaments, de proposer le bon et demain peut-être même de le fabriquer à la demande. Voilà. Avec les mêmes données et la même capacité de calcul, je vais être de plus en plus capable de dire qui, dans le système de santé, le fait dévier parce qu'il n'a pas eu les bonnes pratiques. Oui. Et donc, il y a quand même toujours eu cette question, puisque ça, c'est la même depuis 40 ans. On disait avant, est-ce que les fumeurs ne devraient pas finalement payer plus cher leur sécu? Tu te rappelles, il y a eu ce débat pendant... C'est un débat éthique. C'est un débat éthique. Sauf qu'à l'époque, bon, c'était un peu binaire, fumeur, pas fumeur, puis on va t'expliquer. Encore il y a, la semaine dernière, quelqu'un qui me dit, dans mes connaissances, ça veut rien dire, moi j'ai une grand-mère, elle a 102 ans, elle a fumé toute sa vie, il n'y a pas de cancer. Bon. Donc, c'est trop binaire. Mais demain, il y aura des choses imparables. On va dire, bah si, regarde, là on a même les données, on sait que sa tumeur a évolué à telle date, parce qu'on lui avait dit d'arrêter de fumer, mais il a fumé, et on a telle preuve, etc. Est-ce que tu ne crois pas qu'on a vraiment ce risque éthique qui se reposerait dans une société de plus en plus contrainte économiquement, comme on le voit ces derniers temps? Oui, mais on peut aussi dire que c'est un bénéfice pour la société. Tu sais, j'ai une association humanitaire en Afrique, j'étais au Cameroun, on avait un grand footballeur, je sais que tu aimes le football comme moi, Foué, qui est mort sur le terrain, et il est mort. Voilà. Et il est mort parce qu'on n'avait pas décelé un trouble du rythme. Or, aujourd'hui, on a la possibilité, souvent, sur certains troubles du rythme, sur un gène, petit test salivaire, quelques centaines d'euros, à savoir qu'on est prédisposé à faire ces morts brutales. Donc, comment tu vas dire tu gâches une vie, un mythe? Il y a une nation en deuil sur quelque chose d'évitable à moins de 100 balles. Donc, c'est très bien aussi de pouvoir prédire ce qui est évitable. Ça ne veut pas dire qu'il faut... juste pas tomber dans la chose éthique qui dit bah, puisque c'était évitable et que tu l'as pas fait, c'est pas parce qu'on a fait des analyses de corrélation qu'il y a un petit surrisque de 1,5 à 1% de ci et de ça qu'il va falloir faire flipper les gens. Mais on va développer une gestion de risque différemment, y compris sur le plan mental. Donc c'est à nous de savoir utiliser l'information. Il y a un temps entre le moment où tu arrives à la récolter, à l'interpréter, à la confronter et à l'utiliser. Et pour finir, parce qu'il y a eu une annonce récemment d'un de nos membres, donc je ne vais pas le citer parce que j'aurais peur de mal faire l'annonce, mais je pense que tu as vu passer, où maintenant pour les patients atteints du HIV mais en trithérapie avec un certain nombre de mois ou d'années passées avec le virus indécelable dans le sang, ils sont maintenant droits au crédit et aux assurances dans le même, j'allais dire, les mêmes conditions de droit commun que tout un chacun, comme s'il n'était pas malade, ce qui par rapport aux 30 dernières années est une révolution. Alors les mauvaises langues diront, bah oui, ils y vont maintenant qu'il n'y a plus de risque, puisqu'on a prouvé médicalement que si on prenait bien la trithérapie, on n'est même plus contaminant. Si j'étends ça aux maladies dont tu t'occupes plus, mais j'allais dire à toutes les maladies, est-ce que tu penses que le numérique va aussi quand même permettre de plus facilement, grâce à cette prédictibilité, grâce à toutes ces données qui nous permettent de dire, mais regardez, c'est plus peut-être, il va être malade tous 5 ans, mais là on sait qu'il va être tranquille pendant 10 ans, ou on sait parce qu'on connaît de mieux en mieux les maladies, on sait de mieux en mieux expliquer, le risque statistique qu'aiment les assureurs permettront de redonner une vie plus normale à tous ces patients. Bien sûr. Parce que ces données nous permettent de rassurer les acteurs économiques qui, malheureusement, heureusement, gèrent un risque. Moi, j'ai vu un jeune patient de 20 ans qui a un cancer du testicule et une mucoviscidose. C'est beaucoup. Et il me dit, mais le cancer du testicule guéri, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais vous savez, avant la mucoviscidose, on mourait avant de commencer à faire des études. Parce qu'on n'avait pas de médicaments. Il vient de sortir un médicament génial, issu de la science, qui assèche le mucus, donc tu fais moins d'infections pulmonaires. Et en fait, les mecs ne savent plus quoi faire parce qu'ils se disent, mais est-ce que je dois faire des études? Finalement, si je ne suis pas dans mon processus de mort programmée jeune, ça veut dire que j'ai le vertige de savoir que j'ai une vie qui s'offre à moi. Mais est-ce que mon assureur va pouvoir m'assurer? Est-ce que je vais pouvoir prendre un appartement avec ma petite amie? Voilà. Donc on a donné de la quantité de vie, mais qu'est-ce qu'on donne comme qualité de vie? Comment on gère la perspective? C'est des choses de l'humain. La science, elle nous ouvre des portes, mais elle ne dessine pas tout le chemin. Il faut qu'on fasse ce chemin. Et ça, toi, dans tes travaux, entre autres avec la chaire de santé intégrative, mais parce que je sais que tu travailles beaucoup sur l'homme et pas juste sur la maladie, est-ce que travailler avec les acteurs économiques, travailler à la réinsertion, parce que c'est presque comme après une période de prison, à la réinsertion du patient dans la société, c'est des sujets sur lesquels les médecins travaillent avec les acteurs économiques? C'est indispensable. Tu sais que chez nous, en cancérologie, une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. C'est que dans n'importe quelle entreprise, tu as 25% des gens qui sont atteints de maladies chroniques. Il y a un impact financier et psychologique. Il y a 11 millions d'aidants en France, il y a 5 millions de salariés aidants. Donc le poids mental de la souffrance invisible ou visible et de la maladie est important, et le poids financier aussi. Donc l'entreprise doit intégrer la dimension de la santé.
Et il y a assez aujourd'hui le secteur, les il y a assez DRH d'instances aujourd'hui. pour en travailler ensemble. Ben oui, mais les DRH aujourd'hui, on leur avait demandé de gérer des promotions de carrière et de la législation au travail. Mais on leur demande de gérer, alors on leur a dit au début du bien-être, donc on mettait des baby-foot dans les entreprises. Mais maintenant, on leur demande de gérer de la santé et du sens dans les métiers. Donc il va falloir que la santé mentale, la santé émotionnelle s'invite au travail, à l'expérientiel, qu'on donne du sens à nos métiers. Et donc je pense que la santé est un vecteur. Pardon, parce que je suis jamais venu voir ce que tu faisais au CNAM. Ouais. C'est que des gens qui travaillent dans la santé qui viennent voir ce qui s'y passe, ou il y a aussi par exemple des DRH? Alors, il y a des DRH qui demandent à travailler sur la coordination d'un parcours en santé en se disant mais la santé finalement c'est pas réservé aux médecins. Non, la gestion de la maladie, il faut apprendre à gérer la maladie. On ne va pas te demander de gérer un infarctus. Mais par contre, la santé mentale, la santé environnementale, comment on va gérer une fresque climatique, un comportement. Tu sais, il y a une patiente qui avait arrêté de fumer et puis elle rentre chez elle, elle brûle une encens. Mais une encens, 1 heure, c'est 12 cigarettes en fait, en toxicité. Donc voilà, c'est une donnée. Arrêter l'encens. Ouais, donc en fait, le barbecue, si tu es celui qui fait le barbecue, c'est pas pareil que si c'était celui qui mange le barbecue. En toxines inhalées. Barbecue, c'est combien, vas-y? En toxines inhalées, c'est des centaines d'heures de fumée, tu vois. C'est vrai? Ouais, et c'est pareil pour le bruit. Le patient, on t'a bien traité sa tension artérielle, il habite sur le périphérique, il ouvre sa fenêtre, et finalement, au-dessus de 55 décibels, le bruit dans un marché un peu animé, tu multiplies par 3 ton risque cardiovasculaire. Tu as 3 millions de Français qui vivent avec cette toxicité sonore. Donc en fait, c'est à nous de remettre en question, tu as 9 millions de morts par an de pollution dans le monde. Comme si New York brûlait chaque année, avec 9 millions de morts. Donc c'est sûr que si on ne commence pas à essayer de maîtriser ce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, et qu'on s'assoit dans nos zones de confort à essayer de refaire ce qu'on faisait bien hier, eh ben on va être surpris, dans le mauvais sens du terme. Donc on a un devoir intelligent de s'adapter. C'est du darwinisme. C'est ce que tu disais avec l'homme et les machines. Écoute, cher ami, nous avons traité un nombre de sujets assez importants. On s'est souvent éloigné du numérique. Mais numérique, notre outil. Mais le numérique, finalement, que l'outil, c'est aussi, je pense, ce que tu voulais souligner, c'est que dans la santé, le numérique, il faut le laisser à sa place. Il nous aide beaucoup. Ouais. Il te permet de faire beaucoup plus de choses. Mais enfin, il y a quand même l'être humain, quoi. Ouais. Et parce qu'ailleurs, est-ce qu'ailleurs que dans la santé, le numérique est le sujet ou il est l'outil? Ah, il y a des fois, on se pose vraiment la question. Bon, merci beaucoup. Merci de ton temps ce matin et je te laisse retourner à tes patients. Voilà, c'était ce numéro ce matin avec Alain Toledano, docteur cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël et professeur d'une chaire au CNAM, c'est ça, hein? Voilà, donc à très bientôt à l'Axel, merci beaucoup et à très vite.